La liberté. Pour la plupart, c'est un état acquis. Pour Elias Vance, c'était un rêve lointain, puis une obsession ardente, forgée dans l'obscurité. Condamné à tort, privé de sa vue dans les confins inhumains de la prison de Blackwood, Elias n'a pas sombré dans le désespoir. Au lieu de cela, son monde s'est transformé. Le silence est devenu un murmure de détails, les vibrations une carte vivante, et l'écho, un guide. Ce n'est pas par la vue qu'il allait s'échapper, mais par la symphonie cachée de sa prison. Si vous aimez les histoires de résilience humaine face à l'adversité et l'ingéniosité des esprits les plus brillants, restez avec nous pour découvrir le voyage extraordinaire d'Elias. Le jour où Elias Vance est arrivé à Blackwood, le soleil brillait. C'était un contraste cruel avec le destin qui l'attendait. Faux témoignages, preuves falsifiées, un procès bâclé, la machinerie de la justice l'avait broyé, le transformant d'un brillant ingénieur en acoustique en un matricule sans nom. La prison, un monolithe de béton et d'acier, se dressait, impénétrable, sous un ciel bleu d'été. Mais le ciel bleu, Elias ne le reverrait plus. Les premiers mois furent un flou de rage, de désespoir et d'incompréhension. Puis vint la maladie. Une infection oculaire virulente, mal diagnostiquée, maltraitée, exacerbée par les conditions sanitaires déplorables de l'infirmerie de la prison. La douleur était atroce, brûlante, comme si ces globes oculaires étaient des braises incandescentes. Les médecins de la prison, dépassés et cyniques, ont fait ce qu'ils ont pu, ou plutôt, ce qu'ils ont voulu. Le résultat fut inéluctable. Une nuit, dans sa cellule sombre, après une semaine de ténèbres croissantes, la dernière lueur s'est éteinte. Elias était aveugle. Le monde d'Elias est devenu un abîme noir, un vide sans fin où le temps n'était plus marqué par la lumière du jour. Au début, ce fut l'horreur. La claustrophobie, l'impuissance, la terreur de ne jamais revoir le visage de sa femme, de ne plus jamais distinguer les couleurs du monde. Il a crié, il a pleuré, il a frappé les murs jusqu'à ce que ses poings soient en sang. Les gardiens l'ont ignoré, considérant cela comme une crise de plus d'un prisonnier brisé. Mais Elias n'était pas un homme facile à briser. Sa spécialité était le son. Avant son incarcération, il travaillait sur des systèmes de sonar avancés, des algorithmes capables d'interpréter les échos les plus subtils pour recréer des images tridimensionnelles. C'était sa passion, son métier. Et dans l'obscurité totale de sa cellule, privé de la vue, un autre sens a commencé à s'éveiller. Lentement, insidieusement, son oui a commencé à s'affûter. Au début, c'était subtil. Le cliquetis des chaînes d'un gardien à 3 cellules de distance, le grattement d'une souris dans le murmure des conversations de l'aile opposée. Ce qui avait été auparavant un bruit de fond indistinct est devenu un kaléidoscope de sons. Il a commencé à jouer avec. Il frappait le mur de sa cellule d'une certaine manière, écoutant l'écho, la façon dont le son rebondissait sur les surfaces, la distance qu'il parcourait. Il a jeté un objet sur le sol et a écouté l'impact, le tintement de l'objet, les vibrations qui se propageaient à travers le béton. Les autres prisonniers le prenaient pour un fou. Vance le fou, l'appelait-il. Mais Elias s'en fichait. Chaque jour, il s'entraînait. Il a appris à identifier les pas des différents gardiens, la lourde démarche de Johnson, le pas plus léger de Miller. Il a pu distinguer le son d'une porte de cellule qui se fermait à celle d'une porte de couloir, la différence subtile dans le clank métallique. Il a commencé à identifier la taille des pièces par la réverbération du son, la texture des murs par la façon dont les ondes sonores étaient absorbées ou réfléchies. Son oui est devenu son échappatoire à la folie. Il a transformé le son en une nouvelle forme de vision. La prison, cette forteresse impénétrable, a commencé à se révéler à lui. Ce n'était plus un bloc de béton indistinct. C'était une symphonie de résonances, de fréquences et de vibrations, et Elias, l'ingénieur en acoustique aveugle, était en train d'en devenir le chef d'orchestre. Il ne le savait pas encore, mais cette nouvelle acuité sensorielle n'était pas seulement une survie mentale. C'était la première étape d'un plan qui semblait impossible, un plan de fuite dicté par les échos du Léviathan de pierre. Le concept de « mapper », la prison par le son n'est pas venu à Elias du jour au lendemain. Ce fut un processus lent, méticuleux, d'abord inconscient, puis délibéré, motivé par une curiosité intellectuelle qui, même en captivité et dans la cécité, n'avait pas faibli. Sa cellule, un espace de 3 mètres sur 2, fut son premier laboratoire. En frappant les murs, le sol, le plafond, il apprit à distinguer le son plein et résonnant d'une paroi épaisse de béton du son plus creux et absorbant d'une cloison sèche ou d'un espace vide. Il pouvait estimer la distance d'un mur opposé par le temps de retour de l'écho. Son entraînement s'est intensifié. Les bruits de la prison étaient ses données. Les pas des gardiens et des autres détenus, le roulement du chariot de repas, le grincement des portes, les conversations étouffées, les sifflements lointains des tuyaux de ventilation, chaque son était une information, un point sur sa carte mentale. Il a commencé à associer des sons spécifiques à des emplacements.
Le bruit de la pompe à eau ne venait pas de partout, il avait une origine précise dans la section des services. Le son distinct des clés du gardien principal, Smith, ne pouvait être confondu avec celui d'un autre. Son oui est devenu un radar, son cerveau un processeur. Il a développé la capacité de voir les obstacles, les espaces ouverts, les couloirs, les angles des murs par la manière dont le son rebondissait et se déformait. Les vibrations étaient tout aussi cruciales. En posant la main sur le mur ou le sol, il pouvait sentir le passage d'un chariot lourd à l'autre bout de l'aile, ou même la marche lourde d'un gardien se dirigeant vers son couloir. Ces vibrations lui donnaient une notion de la taille de la structure, de sa masse. L'accès à la cour de promenade était une aubaine inattendue pour sa cartographie. Bien que ce fût une zone ouverte, les murs extérieurs de la prison et les bâtiments adjacents créaient des échos uniques. Il a appris à lancer de petits cailloux, ramassés lors de ses rares passages dans la cour, contre les murs et à écouter la réverbération pour se faire une idée de la hauteur des murs et de la présence de tours de garde. Il a même utilisé la pluie pour ses études acoustiques, écoutant le son des gouttes tombant sur différentes surfaces, béton, métal, bitume, pour se faire une idée de la topographie extérieure. Les rumeurs entre prisonniers étaient une autre source d'information. Des bribes de conversation concernant des sections de la prison hors service, ou des passages, fermés pour rénovation, ont éveillé sa curiosité. Un jour, en écoutant attentivement, il a capté un fragment de discussion entre deux gardiens. Il parlait d'un ancien tunnel d'égout, datant de la construction originale de la prison dans les années 1940, qui avait été scellé mais qui passait juste en dessous de l'LC. Elias était dans l'LC. Cette information a été une révélation. Un tunnel. Un passage non surveillé, potentiellement oublié. Le concept d'une route de fuite a commencé à prendre forme. Mais un tunnel était une chose. Y naviguer dans l'obscurité totale et sans carte visuelle était une autre. Il fallait qu'il puisse y entrer, et pour cela, il avait besoin d'un point d'accès. Il a commencé à concentrer ses efforts sur sa propre cellule et le couloir. En tapotant les murs avec un morceau de métal détaché de son lit, il a cherché des différences de résonance. Le mur de fond de sa cellule. Il y avait une subtile, presque imperceptible, différence de ton. Un son plus sourd, moins profond, comme s'il y avait un espace derrière. Il a repéré l'endroit exact. Un joint de mortier légèrement plus faible, un petit défaut dans la maçonnerie. C'était minuscule, mais son oui surhumaine et son cerveau d'ingénieur avaient détecté l'anomalie. La carte de Blackwood n'était pas dessinée sur du papier, mais tissée dans les neurones d'Elias. Chaque vibration, chaque écho, chaque murmure était une ligne, un contour, un détail. Les contours de la prison, ses salles, ses couloirs, ses conduits, ses tours et ses murs, existaient désormais en 3 dimensions, vibrant et résonnant dans l'esprit d'un homme qui ne pouvait plus voir, mais qui entendait tout. Il avait trouvé un point de départ. Maintenant, il devait trouver le chemin et plus important encore, le moment. L'idée d'un passage derrière le mur de sa cellule a obsédé Elias. Chaque nuit, il passait des heures, l'oreille collée au béton, à écouter. Il a identifié des schémas. Le mur semblait légèrement plus fin à un endroit précis, et il y avait une résonance particulière, comme si un petit espace existait entre le mur de sa cellule et une autre structure. Il savait que forcer une brèche ferait du bruit, un bruit qui attirait l'attention indésirable des gardiens. La discrétion était primordiale. Ses outils devaient être improvisés. Au fil des mois, il avait accumulé quelques objets dans sa cellule. Une cuillère à dessert en métal, affûtée contre le béton pour la transformer en un burin rudimentaire. Un morceau de fil de fer épais, extrait d'un ressort de son matelas. Une petite pierre, ramassée dans la cour, assez dure pour casser le mortier. Il a commencé son travail pendant l'heure la plus bruyante de la prison, l'heure du repas. Le cliquetis des plateaux, le brouhaha des conversations, le passage des gardiens, tous ces sons agiraient comme une couverture acoustique. Pendant que la plupart des détenus mangeaient, il se mettait au travail, appuyant le burin improvisé contre le mortier, le frappant doucement avec la pierre. Le bruit était minimal, un petit tap-tap masqué par le vacarme ambiant. Le processus était incroyablement lent. Le mortier était ancien et durci. Chaque jour, il parvenait à en enlever quelques grammes, transformant la fine couche de poussière en une pâte avec un peu d'eau pour masquer les résidus et éviter d'être repéré. Il travaillait en aveugle, se fiant uniquement au toucher et au son. Il sentait la texture du mortier se transformer sous ses doigts, devenant plus granuleux, puis plus mou. Son sens du temps, affûté par l'absence de lumière, lui permettait de savoir exactement combien de temps il pouvait travailler avant le changement de garde ou la fin de l'heure du repas. Après des semaines de labeur acharné, il a senti un vide. La pierre a traversé le mortier et a frappé, de l'air. Un petit trou. Il a écouté. Il n'y avait pas de son immédiat. Avec le fil de fer, il a sondé. Il a senti un espace vide, puis une surface dure et froide.
Du métal. Un conduit. Ou peut-être un vieux tuyau. L'excitation le submergeait, mais il savait qu'il devait rester calme. Il a continué à travailler, élargissant doucement le trou, grattant le mortier, puis la pierre. C'était un tunnel étroit, à peine suffisant pour qu'un homme puisse se glisser. Il ne pouvait pas se permettre de s'exposer prématurément. Il devait finir le travail discrètement et attendre la nuit de l'évasion. Il a conçu une porte improvisée pour masquer le trou. Avec un morceau de carton trouvé lors d'un passage à l'infirmerie, il avait réussi à le subtiliser sous son matelas, et de la boue qu'il avait mélangée avec de la poussière de mortier, il a créé un faux mur qui se fondait avec la texture existante. Chaque soir, après son travail, il repositionnait la porte, s'assurant que le mur semblait intact. Les gardiens, blasés, ne faisaient que des inspections superficielles. Personne ne suspectait l'aveugle. Le moment est venu de sonder le passage au-delà du mur. Armé d'une autre longueur de fil de fer, il l'a passé dans le trou. Il a senti la surface métallique du conduit, puis l'extrémité du fil a rencontré un espace vide. Il a manipulé le fil, sondant à gauche, à droite, en bas. C'était un conduit de ventilation ou d'égout désaffecté, étroit mais praticable. Et il descendait. La direction était cruciale. Le tunnel secret mentionné par les gardiens passait sous l'LC et menait probablement vers l'extérieur. Si ce conduit descendait, il pouvait potentiellement se connecter à ce tunnel plus ancien. Elias a écouté les vibrations du sol. Il pouvait sentir le passage des gardiens dans le couloir au-dessus et les vibrations des véhicules occasionnels à l'extérieur. Le conduit semblait se diriger vers l'extérieur. Avec le trou camouflé, le passage percé et sa carte sonore mentale de la prison quasiment complète, Elias Vance était prêt. Il avait créé sa propre liberté dans le noir, une évasion murmurée par les échos et les vibrations. La prison de Blackwood, conçue pour contenir, était sur le point de libérer un homme qui avait appris à voir sans les yeux. Le temps de l'évasion devait être parfait. Elias avait observé et cartographié les schémas de la prison pendant des mois, chaque son, chaque vibration étant un élément de sa stratégie. Il avait noté les heures de patrouille les plus calmes, les changements de garde les moins attentifs, les bruits de fond qui pourraient masquer son propre mouvement. Il a choisi une nuit de tempête. Le vent hurlant à travers les barreaux, la pluie tambourinant sur le toit, le grondement lointain du tonnerre, ce serait sa symphonie du camouflage. Il était minuit. La prison était plongée dans une obscurité profonde, seulement troublée par les lumières de sécurité clignotantes et les ombres mouvantes des gardiens en patrouille. Mais pour Elias, il faisait toujours nuit. Il attendait le moment précis entre les patrouilles du gardien Miller et du gardien Johnson, une fenêtre de 15 minutes qu'il avait minutieusement calculée. Quand il a senti les vibrations distinctes du départ de Miller s'estomper et avant celle de Johnson n'arrive, il a agi. Silencieusement, il a retiré le morceau de carton qui camouflait l'ouverture dans son mur. L'air qui s'en échappait était froid et humide, portant une odeur de terre et de vieilles pierres. Il a poussé un soupir silencieux de détermination. Se glisser dans l'ouverture étroite fut un défi. Son corps, affaibli par des années de détention, était rigide. Il a dû se tordre et se contorsionner, ses vêtements râpant contre le béton rugueux. Le bruit était minimal, étouffé par le vacarme de la tempête. Une fois à l'intérieur, il s'est retrouvé dans un espace confiné, un conduit vertical qui semblait être une ancienne cheminée d'aération ou un conduit de service. L'obscurité était absolue, mais pour Elias, c'était son élément. Il a commencé à descendre, se servant des aspérités du conduit pour s'agripper. La descente était lente et périlleuse. Chaque fois qu'il sentait une bifurcation, il tapotait les parois, écoutant l'écho, se fiant à sa carte sonore mentale. Son objectif était le tunnel d'égout dont il avait entendu parler. Il savait que ce tunnel devait se trouver plusieurs niveaux en dessous de l'LC. Après ce qui lui sembla une éternité, ses pieds ont touché une surface plane. Il s'était retrouvé dans un passage horizontal, beaucoup plus large que le conduit vertical. L'air était encore plus vicié ici, chargé d'une odeur de moisi et d'humidité. Il a tendu la main, touchant des murs de pierre brute, couverts de boue et d'algues. Il était dans un vieux tunnel. Il a commencé à avancer, une main sur le mur pour se guider, l'autre devant lui. Pour naviguer, il a utilisé sa technique la plus sophistiquée, l'écholocation active. Il produisait un petit claquement de langue, un son sec et précis, et écoutait comment l'écho revenait. La nature de l'écho lui donnait une image mentale des obstacles devant lui, des virages, des ouvertures. C'était comme si le son était ses yeux, peignant la topographie du tunnel. Le tunnel était un labyrinthe. Il y avait des bifurcations, des petits passages secondaires, des accumulations de débris. À un moment donné, il a entendu un bruit d'eau courante. Cela ne le préoccupait pas, il était habitué à l'eau dans le conduit. Mais quelques mètres plus loin,
il a senti un changement dans l'air, une brise subtile. L'air frais de la liberté. Il était sur la bonne voie. Il a continué à avancer, guidé par les échos. Chaque craquement de pierre sous ses pieds, chaque ruissellement d'eau était une confirmation. Le tunnel s'est rétréci, puis s'est élargi. Il a senti une pente ascendante. Il remontait vers la surface. Le bruit de la pluie s'est intensifié, le son du vent est devenu plus clair. Puis, à travers les ténèbres du tunnel, il aperçut une nouvelle résonance. Le son ne rebondissait plus sur des murs en pierre. Il s'est dissipé dans un espace ouvert. Il y avait une ouverture. Avec ses dernières forces, il s'est faufilé à travers une fissure étroite dans la maçonnerie, sentant la boue et la terre s'accrocher à ses vêtements. Et puis, il a respiré. Un grand, profond, déchirant souffle d'air frais, saturé par la pluie. Le son du monde extérieur, enfin. Il s'est hissé hors du tunnel, tombant sur un sol boueux. La pluie le fouettait, mais il ne ressentait que la pureté de l'eau. Il a tendu les mains, sentant les brins d'herbe, la terre. Il a écouté. Le vent dans les arbres. Le chant lointain d'un oiseau de nuit. Le monde était là, vaste et sonore, l'attendant. Elias Vance, l'aveugle, avait vu sa liberté à travers les échos et les vibrations de sa prison, et l'avait arraché des profondeurs de Blackwood. Elias s'est relevé, chancelant, ses membres endoloris et raides. La pluie était froide, mais chaque goutte sur son visage était une bénédiction. Il n'était plus dans l'air vicié et moisi du tunnel, ni dans le silence oppressant de sa cellule. Il était dehors. L'odeur de la terre humide, des arbres et de l'herbe était enivrante. C'était le parfum de la liberté. Il a écouté. Les sons du monde extérieur étaient un déluge d'informations, bien plus complexes et subtils que ceux de la prison. Le bruissement des feuilles dans le vent, le lointain murmure d'une route, le croassement d'une grenouille. Il s'est orienté, utilisant les sons comme un navigateur. La prison, il pouvait l'entendre derrière lui, un bloc sonore distinct, mais il s'éloignait d'elle à chaque pas. Il a marché toute la nuit, se fiant à son ouïe pour éviter les obstacles naturels, les arbres, les rochers, les pentes. Le sol mouillé sous ses pieds, la sensation de l'air frais sur sa peau, la liberté de bouger sans contrainte, chaque sensation était une célébration. Au lever du soleil, il aperçut le bruit distinct d'un ruisseau. Il a suivi le son, s'est agenouillé et a bu l'eau fraîche et courante, un goût de pureté qu'il n'avait pas connu depuis des années. Plus tard dans la journée, il a entendu le bruit d'une route plus fréquentée, le vrombissement des voitures. Il savait qu'il devait être prudent. Il ne pouvait pas se montrer immédiatement. Il s'est caché dans un bosquet d'arbres, écoutant les conversations qui filtraient des fenêtres des véhicules, essayant de comprendre où il se trouvait. Il a identifié le modèle sonore de camions de livraison, de voitures de tourisme. Il a même distingué le son lointain d'une sirène, le rappel que la chasse serait bientôt lancée. Sa cécité n'était plus une faiblesse, mais une force. Il percevait le monde d'une manière que les voyants ne pouvaient pas comprendre. Un chien qui aboyait, une voix d'enfant qui riait, le clapotis d'un étang, chaque son était un point sur une nouvelle carte, celle du monde libre. Il a réalisé que le processus de cartographie acoustique n'était pas terminé. Il venait tout juste de commencer. Il s'est frayé un chemin à travers la campagne, évitant les routes principales, se déplaçant avec une efficacité surprenante pour un homme aveugle. Il a finalement atteint une petite ville, la nuit tombée. Les lumières des maisons, des voitures, des magasins, des formes visuelles qu'il ne pouvait pas percevoir étaient remplacées pour lui par un kaléidoscope sonore. La rumeur d'une télévision, la musique d'un bar, le pas rapide d'un piéton. Il est entré dans une station-service, sa démarche hésitante mais déterminée. Il a réussi à contacter l'extérieur, à expliquer son histoire, à trouver des personnes qui croiraient en son innocence. Le choc de son évasion a secoué les fondations de Blackwood. Une enquête a été ouverte, et l'histoire d'Elias, le prisonnier aveugle qui s'était échappé en cartographiant sa prison par le son, est devenue une légende. L'histoire de son évasion a forcé une réévaluation de son cas. Les preuves ont été réexaminées, de nouvelles informations ont fait surface, et l'injustice de sa condamnation est devenue flagrante. Finalement, après des mois de bataille juridique, le nom d'Elias Vance a été blanchi. Il n'a jamais retrouvé la vue. Mais il a retrouvé sa liberté et sa dignité. Et il a continué à utiliser son don unique. Il est devenu un consultant renommé en acoustique, aidant à concevoir des environnements sonores pour les malvoyants, développant de nouvelles technologies basées sur l'écolocation. Il a prouvé que la cécité n'était pas une fin, mais une transformation. Son monde était riche, vibrant, rempli de détails invisibles aux yeux, mais clairement audibles à son esprit. L'écho qu'il avait guidé hors des ténèbres de Blackwood était devenu la symphonie de sa nouvelle vie. L'euphorie initiale de la liberté, portée par la pluie purificatrice et l'odeur de la terre,
s'est rapidement dissipé pour laisser place à la réalité glaciale de sa situation. Elias Vance n'était pas un homme libre, il était un fugitif. Chaque son devenait une menace potentielle. Le craquement d'une branche pouvait être un poursuivant, le lointain aboiement d'un chien, une alerte, le vrombissement d'un moteur, l'arrivée imminente des forces de l'ordre. Le monde extérieur, si riche et vibrant après le silence stérile de Blackwood, était aussi un champ de mines acoustiques. Il a passé les premières 24 heures à se déplacer sous le couvert de la forêt, sa progression lente mais assurée, son écolocation le guidant à travers les arbres et les ravins avec une précision stupéfiante. La faim et la fatigue ont commencé à le ronger, des ennemis aussi redoutables que les gardiens de prison. Il savait qu'il ne pourrait pas survivre longtemps en pleine nature. Il avait besoin d'aide, d'un allié dans un monde qui le considérait comme un criminel. Son plan s'était formé dans les longues heures de solitude de sa cellule. Il ne s'agissait pas seulement de s'échapper, mais de prouver son innocence. Pour cela, il lui fallait un avocat, mais pas n'importe lequel. Contacter son ancien avocat était hors de question. Il était soit complice de l'injustice, soit incompétent. Elias avait besoin de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'aurait pas d'idées préconçues. En écoutant les conversations des gardiens et les nouvelles à la radio de la prison, il avait entendu un nom revenir plusieurs fois dans des affaires locales, Isabelle Moreau. Une jeune avocate commise d'office, réputée pour sa ténacité et sa tendance à prendre des cas que tout le monde considérait comme perdus. Elle était sa seule chance. Après 2 jours de marche, guidé par le son croissant du trafic, il a atteint la périphérie d'une petite ville. Le chaos sonore était écrasant. Le bourdonnement constant de l'électricité, les conversations superposées, la musique s'échappant des voitures, le cliquetis des feux de signalisation. C'était une cacophonie qui menaçait de submerger ses sens affûtés. Il a dû s'arrêter, s'adosser à un mur dans une ruelle, et se forcer à filtrer, à organiser le son comme il l'avait fait en prison. Il a isolé le son distinct d'une cabine téléphonique, un son presque anachronique, mais son salut. Sous le couvert de la nuit, il a composé le numéro du bureau de Maître Moreau, trouvé grâce à l'aide d'un passant à qui il avait prétendu avoir oublié ses lunettes. La voix d'Isabelle Moreau, captée sur son répondeur, était exactement comme il avait imaginé, claire, précise, avec une nuance d'impatience. Il a laissé un message, aussi énigmatique que possible, demandant un rendez-vous dans un lieu public, un parc, mentionnant seulement une injustice concernant Blackwood. Il n'a pas laissé son nom. Il ne pouvait que prier pour que sa curiosité l'emporte sur sa prudence. Le lendemain, assis sur un banc dans le parc désigné, Elias attendait. Il a entendu ses pas arriver bien avant qu'elles ne soient visibles pour quiconque. Des talons nets, une démarche rapide et déterminée. Elle s'est arrêtée à quelques mètres. « Vous vouliez me voir ?» Sa voix était méfiante. Elias n'a pas tourné la tête. « Maître Moreau. Merci d'être venu. Qui êtes-vous ? Votre nom n'est pas sur la liste des visiteurs de Blackwood. Mon nom est Elias Vance. » Il a entendu son souffle se couper. Le nom du fugitif aveugle était sûrement dans tous les journaux. Il a senti son corps se tendre, prêt à fuir ou à crier. « N'ayez pas peur, dit-il doucement. Je ne suis pas un danger pour vous. Je suis la victime d'une erreur judiciaire, et vous êtes la seule personne qui puisse m'aider. » Le scepticisme dans son silence était palpable. « Comment vous êtes-vous échappé ?»« J'ai écouté, » répondit Elias. « J'ai écouté les murs, les tuyaux, les pas des gardiens. J'ai cartographié la prison par le son. Je sais par exemple que le gardien de nuit Johnson a une légère claudication à la jambe gauche, que la porte de l'infirmerie grince sur une note en fa dièse, et qu'il y a un conduit de ventilation désaffecté derrière le mur de la cellule C12, la mienne, qui mène à un ancien réseau d'égouts construit en 1947. Les détails étaient si précis, si impossibles à connaître pour quiconque n'avait pas une connaissance intime et anormale des lieux, qu'Isabelle est restée sans voix. « Je ne vous demande pas de me croire sur parole, » continua Elias. « Je vous demande de m'écouter, littéralement. Je peux prouver mon innocence, mais pas depuis une cellule. J'ai besoin de vos yeux et de votre accès au système. En retour, je vous donnerai mes oreilles. » Isabelle Moreau, avocate habituée aux mensonges et aux histoires les plus folles, se trouvait face à un dilemme. Devant elle se tenait un fugitif, un homme aveugle qui parlait de la réalité comme d'une partition musicale. C'était de la folie. Mais dans sa voix, il n'y avait pas de folie, seulement une conviction absolue, une clarté désespérée. Elle a pris la plus grande décision de sa carrière, une décision basée non pas sur des preuves, mais sur l'écho de la vérité dans la voix d'un homme. « D'accord, Vance. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. » L'alliance entre Elias et Isabelle était un pacte de confiance mutuelle forgé dans le secret et l'urgence. Isabelle a trouvé une cachette pour Elias, un sous-sol insonorisé appartenant à un vieil ami musicien, un endroit où Elias pouvait se sentir en sécurité et où ses capacités auditives exceptionnelles ne seraient pas submergées par le bruit du monde.
Cet espace est devenu leur quartier général, une salle de guerre où la bataille pour la justice allait se jouer non pas avec des images et des documents, mais avec des ondes sonores et des souvenirs acoustiques. Leur première tâche fut de reconstruire le dossier d'Elias à partir de zéro. Isabelle a récupéré toutes les archives de l'affaire, les rapports de police, les transcriptions des interrogatoires, et surtout, les enregistrements audio des témoignages. Pour Isabelle, ces bandes n'étaient que des mots. Pour Elias, elles étaient une mine d'or d'informations cachées. Assis dans l'obscurité du sous-sol, un casque sur les oreilles, il a écouté pendant des heures, des jours. Son oui, affiné par des années de concentration, pouvait disséquer chaque enregistrement. Il n'entendait pas seulement ce qui était dit, mais comment c'était dit. « Écoutez ça », dit-il un soir, arrêtant la bande de l'interrogatoire du témoin clé, un certain Marcus Thorne. Juste après avoir dit qu'il m'a vu sur les lieux du crime, écoutez sa respiration. Isabelle a réécouté. Elle n'entendait rien d'anormal. C'est une micro-hésitation, expliqua Elias. Sa cadence respiratoire change. Il retient son souffle pendant une fraction de seconde avant de répondre. C'est un indicateur de stress cognitif élevé. Il ne se souvient pas, il invente. Il ment. Il a continué à analyser la voix de Thorne, identifiant des variations de hauteur presque imperceptibles, des changements dans le timbre vocal qui trahissaient le mensonge. Il a fait de même pour les enregistrements des policiers, notant l'assurance excessive dans la voix du détective principal, une sorte de performance théâtrale qui masquait mal une incertitude. Guidée par les pistes acoustiques d'Elias, Isabelle a commencé sa propre enquête. Elias, de sa cachette, agissait comme son navigateur. Il se souvenait de conversations fragmentaires entendues à travers les murs de Blackwood. Il y avait un gardien, O'Malley, se souvint Elias. Il parlait souvent d'un bar près du port, le Nautilus rouillé. Il disait que c'était là que le détective l'avait rencontré avant le procès. C'est étrange, non ? Un détective qui rencontre un gardien de prison en dehors du cadre officiel. Isabelle s'est rendue au Nautilus rouillé. Le bar existait. Le barman se souvenait d'O'Malley et du détective. Après quelques verres et une conversation habile, il a admis qu'il les avait vus échanger une enveloppe. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était une fissure dans la façade de l'enquête officielle. La pièce maîtresse de leur contre-enquête est venue d'un enregistrement que la police avait considéré comme sans importance. C'était un appel anonyme passé à la police le soir du crime, signalant une activité suspecte. La qualité était mauvaise, pleine de bruit de fond. La police l'avait écarté. Mais Elias y a entendu une symphonie de détails. « Attendez », dit-il, faisant signe à Isabelle de se taire. Il a fermé les yeux, se concentrant. Il y a un train de marchandises, d'après la cadence des roues sur les rails. Et une cloche d'église. Elle sonne 9 heures. Mais ce n'est pas n'importe quelle cloche. L'harmonique est légèrement fausse, un la bémol un peu trop bas. C'est une vieille cloche en bronze, probablement fissurée. Isabelle était stupéfaite. « Comment pouvez-vous savoir tout ça ?»« Chaque son a une signature, » répondit Elias. « Une empreinte digitale. » Isabelle a fait des recherches. Il n'y avait qu'une seule église avec une vieille cloche en bronze dans ce quartier de la ville, l'église Saint-Jude. Et une voie ferrée pour train de marchandises passait juste derrière. L'alibi d'Elias, qu'il était de l'autre côté de la ville à ce moment-là, avait été rejeté. Mais si l'appel anonyme, qui décrivait un suspect ne correspondant pas du tout à Elias, avait été passé depuis les environs de l'église Saint-Jude à 9 heures précises, cela corroborait son histoire. Armé de cette nouvelle preuve, la fausse note d'une cloche d'église, identifiée par un aveugle à partir d'un vieil enregistrement, Isabelle a demandé la réouverture du dossier. Elle avait maintenant de quoi non seulement défendre Elias, mais aussi accuser ceux qui l'avaient piégé. La symphonie de la vérité, longtemps étouffée, commençait enfin à résonner dans les couloirs de la justice. Le procès en révision d'Elias Vance fut un événement médiatique sans précédent. L'histoire de l'évasion était déjà une légende, mais la véritable bataille se jouait maintenant dans la salle d'audience. La défense, menée par une Isabelle Moreau galvanisée, n'a pas présenté de témoin visuel, mais un témoignage acoustique. Quand l'enregistrement de l'appel anonyme a été joué, suivi de l'analyse experte d'Elias expliquant la signature sonore du train et la cloche fêlée de l'église Saint-Jude, un silence stupéfait s'est emparé du tribunal. Pour la première fois, le son était présenté non pas comme un bruit de fond, mais comme un témoin irréfutable. Confronté à cette preuve et aux incohérences vocales de son propre témoignage mis en évidence par Elias, Marcus Thorne s'est effondré à la barre et a avoué avoir été payé par le détective pour livrer un faux témoignage. L'acquittement fut total et immédiat. Elias Vance sortit du tribunal non plus comme un fugitif, mais comme un homme libre et innocent. Les flashs des appareils photo crépitaient autour de lui,
un assaut de lumière qu'il ne pouvait pas voir mais qu'il pouvait entendre comme une cascade de petits chocs électriques. Le monde voulait voir le héros aveugle, l'évader à l'oreille d'or, mais Élias ne cherchait ni la gloire ni la pitié. Il cherchait simplement la paix. La réconciliation avec son ancienne vie ne fut pas simple. Sa femme, qu'il avait soutenue pendant des années avant de perdre espoir, était là. Leur réunion fut un mélange de larmes, de regrets et d'une redécouverte maladroite. Il ne pouvait plus voir son visage, mais il pouvait entendre l'amour, la douleur et les années de solitude dans sa voix. Il a dû réapprendre à la connaître, non pas par son apparence, mais par la musique de son rire, la cadence de ses pas, le rythme de sa respiration pendant son sommeil. Leur amour s'est reconstruit sur une fondation plus profonde, une intimité sensorielle que peu de gens connaissent. Élias a refusé de se laisser définir par son passé. Il n'était ni une victime ni un phénomène. Il était un ingénieur, un scientifique du son. Son expérience unique lui avait ouvert un nouveau champ de possibilités. Il a fondé un cabinet de conseil, Eco-Analytics, spécialisé en analyse audioforensique. Les services de police, autrefois ses geôliers, faisaient maintenant appel à son expertise pour résoudre des crimes, analyser des enregistrements de surveillance et détecter des mensonges là où les autres n'entendaient que des mots. Il a transformé l'outil de sa survie en un instrument de justice pour les autres. Mais sa plus grande passion est devenue l'architecture. Il a collaboré avec des architectes de renom pour concevoir ce qu'il appelait des espaces acoustiquement intuitifs. Des bâtiments publics, des bibliothèques, des stations de métro et des parcs conçus non seulement pour l'œil, mais aussi pour l'oreille. En utilisant différents matériaux pour créer des réverbérations subtiles, des échos directionnels et des paysages sonores distincts, il a créé des environnements où les malvoyants pouvaient naviguer avec aisance et confiance, en lisant l'espace autour d'eux par le son. Il n'a pas seulement construit des bâtiments, il a sculpté le silence et façonné le son pour rendre le monde plus accessible. Des années plus tard, Élias se tenait au centre d'un jardin public qu'il avait aidé à concevoir. Il n'y avait pas de chemin droit, mais des textures de sol changeantes, gravier, bois, pierre, chacune produisant un son unique sous ses pieds. Le murmure d'une fontaine à sa gauche lui indiquait le nord, tandis que le bruissement de bambous plantés stratégiquement à sa droite signalait l'approche d'un coin salon. Il a levé son visage vers le soleil, sentant sa chaleur. Il ne voyait pas la lumière, mais il entendait le monde dans toute sa complexité vibrante, le rire des enfants, le battement d'ailes d'un oiseau, le murmure du vent. La prison de Blackwood lui avait pris ses yeux, mais elle lui avait donné l'univers. Élias Vance, l'homme qui s'était échappé des ténèbres, était devenu un architecte, non pas de pierre et d'acier, mais du silence et du son, construisant un monde où même dans la nuit la plus profonde, il y avait toujours un écho pour vous guider.